Toujours à ce bas niveau de la zone intertidale, dans les anfractuosités rocheuses, vit le petit oursin régulier Psamecinus miliaris. Les pieds ambulacraires, à ventouses terminales particulièrement extensibles, sont toujours en mouvement. Les radioles mobiles sont articulées à leur base. Au centre de sa face orale, les 5 dents de son appareil buccal, la lanterne d'Aristote. Les déplacements assurés par le jeu des podia s'observent plus aisément chez les astéries. Cet Asterias rubens nous montre aussi la tache oculaire orangée qu'on retrouve à l'extrémité de chaque bras. Sur le disque, la plaque madréporique. Les astéries régénèrent fréquemment les bras amputés, pourvu que le disque ait été respecté. Des blessures peuvent aussi conduire à des régénérations anormales. Les mœurs carnassières de l'astérie nous sont démontrées par cet exemplaire au disque bombé qui couvre une moule. Les pieds ambulacraires se fixent sur les valves du lamellibranche. L'estomac de l'astérie se dévagine et pénètre dans la coquille pour englober les parties vivantes de la moule. Sur cette étoile surprise en plein repas, l'estomac reprend rapidement sa position interne. Chez l'Ophiotrix fragilis, les mouvements du disque, véritable mouvement respiratoire, provoquent un appel d'eau dans les 10 bourses ou sacs branchiaux dans lesquels débouchent les gonades. Les articulations des bras permettent d'élégants mouvements serpentiformes. L'Archidoris tuberculata, gastéropode nudibranche, présente de profil son mufle et ses rhinophores à droite, et autour de l'anus la rosette branchiale. De nombreux nudibranches de petite taille se signalent par leur délicatesse et leur jolie coloration. C'est le cas de Dotto fragilis, qui circule ici sur une antennularia. Remarquons la forme de ses rhinophores, son mufle, et une certaine élégance de mouvement. Les plages de sable vaseux, au niveau moyen et bas, sont fréquemment envahies par de véritables plantations de tubes de polychètes sédentaires, l'anisée conchilega, de la famille des Terebellidés. Le tube muqueux incrusté de sable et de débris coquillés se termine à la partie supérieure par une houppe de filaments rigides, ramifiés, émergeant du sable. Il est nécessaire de bêcher profondément pour extraire l'annélide dans son intégralité. En l'obligeant à quitter son tube, le thorax renflé et l'abdomen long et fragile de l'annélide apparaissent. La région antérieure montre de nombreux tentacules blancs et filiformes, particulièrement mobiles et extensibles, ainsi que les ramifications rouges de 3 paires de branchies. Les écussons ventraux fusionnés forment une large bande grenat, s'amenuisant vers l'arrière. C'est une région riche en glandes à mucus. Les nombreux filaments antérieurs assurent la collecte des grains de sable utilisés dans la confection du tube. Amphitrite johnstoni est un autre térébellide que l'on trouve dans les fentes rocheuses plus ou moins garnies de sable vaseux. De couleur saumon, l'amphitrite montre également un grand nombre de filaments et 3 paires de branchies très ramifiées. Soulever les pierres est un geste nécessaire lors de l'exploration des grèves. C'est ainsi que l'on peut rencontrer diverses espèces de némertes de toute taille, et en particulier l'Ineus longissimus, qui peut atteindre plusieurs mètres. En abordant les niveaux les plus bas, découverts aux marais de vives eaux, nous entrons dans la zone des laminaires.
C'est dans les grandes cuvettes rocheuses de cette zone que l'on peut rencontrer le Cyclopterus lompus. La tête est massive, la bouche étroite, les narines sont tubulaires. Les nageoires pectorales atteignent la gorge, tandis que les nageoires ventrales forment un puissant disque adhésif antérieur entre les pectorales. Leur couleur orangée est caractéristique du mâle en période nuptiale. C'est lui qui garde et protège la ponte d'environ 100 000 œufs, dont le diamètre est voisin de 2,5 mm. Déposés dans la rocaille au printemps, les œufs ont ici leur développement fort avancé. À travers la paroi transparente, les yeux sont bien visibles et l'alevin est déjà mobile. La zone des laminaires est très riche et dans leurs crampons vivent plus d'une centaine d'espèces d'invertébrés, protistes non compris, se répartissant des spongiaires aux tuniciers. Il suffit de placer un crampon dans l'eau de mer d'un cristallisoire pour observer quelques heures après, à la surface de l'eau, les nombreux individus de la faune des bords de cuvette, suivant l'expression familière des biologistes marins. C'est aussi dans les crampons de laminaires que vit le plus souvent le polychète Nereis pelagica. Il est aisé de le récolter en décollant la laminaire du rocher. L'observation de la face inférieure du crampon permet de repérer l'annélide et de l'extraire. Une autre espèce, Nereis irrorata, se trouve au même niveau. Son tube muqueux garni de grains de sable adhère aux pierres et sous les dalles rocheuses. En aquarium, la forme atoque, pigmentée de brun, montre des glandes à mucus blanches, particulièrement bien visibles sur le lobe dorsal de chaque parapode. La région antérieure, très caractéristique des néréidiens, présente un prostomium portant une paire d'antennes et 2 paires d'yeux. Elle est flanquée latéro-ventralement d'une paire de gros palpes et plus en arrière de 4 paires de cires tentaculaires. Le vaisseau sanguin dorsal, propulseur, est visible sous le tégument. À maturité, la Nereis prend la forme épitoque ou hétéronéreis. Les modifications morphologiques sont importantes. Les métamères de la région postérieure se tassent, acquièrent de grandes lamelles parapodiales, garnies de soies natatoires. On note également un dimorphisme sexuel que révèle l'étude des parapodes. La femelle, plus volumineuse que le mâle, doit sa teinte un peu violacée à ses ovocytes célomiques. Lorsque les hétéronéréis sont mûrs, prêtes à l'essaimage, leur frétillement annonce la nage pélagique. Mâles et femelles quittent alors leur tube et effectuent une danse nuptiale au cours de laquelle sont émis les produits génitaux. Nous observons ici le mâle qui se signale par sa couleur blanche due aux spermatozoïdes célomiques. C'est encore dans la zone des laminaires que l'on peut récolter le buccin, Buccinum ondatum, gastéropode, monotocarde, siphonostome. Son siphon paléal mobile peut se loger dans le canal siphonal de la coquille. Le mufle est flanqué d'une paire de tentacules à la base desquels est placée latéralement la tache oculaire. Vers l'extrémité postérieure du pied, on remarque l'opercule qui ferme la coquille lors de la rétraction du gastéropode. Les coquilles de buccin habitées par le décapode Eupagurus bernardus sont parfois recouvertes du petit hydraire gymnoblastide Hydractinia echinata. La colonie porte sur sa croûte basale des épines,
et de nombreux petits polypes de quelques millimètres dont la couronne tentaculaire s'épanouit et se rétracte. Le pagure, ou Bernard l'ermite, nous montre, comme d'ailleurs de nombreux décapodes, des antennes nulles extrêmement mobiles. La dissymétrie est bien évidente. L'une des pinces ravisseuses est bien plus développée que l'autre, et elle forme opercule lorsque le crustacé se retire dans sa coquille. Les autres paires d'appendices thoraciques longs sont du type ambulatoire. Les appendices buccaux, dont on observe bien le jeu au cours des repas, sont comparables à ceux du crabe observé précédemment. La troisième paire de pattes mâchoires, la plus ventrale, masque les deux autres paires, ainsi que les maxilles, les maxillules et les mandibules. Il n'est pas rare d'assister à des combats de Bernard l'ermite, dont l'agressivité se nuance d'une certaine prudence. L'abdomen est vulnérable et les combattants évitent de l'offrir aux prises de l'adversaire. Et si par hasard l'un des antagonistes est contraint de quitter sa cuirasse spiralée, soit au cours du combat, soit au cours de sa croissance, nous pouvons alors observer l'abdomen mou, les uropodes et un telson dur qu'il utilise pour l'accrochage à la coquille. Rapidement, le pagure nu recherche un nouvel habitacle et lorsqu'il a trouvé coquille à sa mesure, il l'endosse en s'y vissant avec une adresse remarquable. Cet aperçu, limité à quelques espèces de la zone intertidale, nous fournit une idée sommaire de sa richesse et des divers biotopes dans lesquels s'épanouit une vie intense. Il nous fait prendre conscience des équilibres biologiques réalisés dans un milieu apparemment pacifique, où sévit néanmoins partout la lutte pour la vie.